forme de société commerciale et anonyme, parce qu'il ne pouvait pas être personne morale simplement, parce que ça c'était interdit par le décret Le Chapelier. Bref, pour tout vous dire, ce but de lucre, c'est comme l'amour, hein, c'est une intention. Supposons qu'on distinguait le concubinat et le mariage par l'intention de l'amour. Et on vous dirait, vous êtes mariés parce que je vois que vous êtes amoureux l'un de l'autre, et vous êtes en concubinat parce que vous n'êtes pas amoureux l'un de l'autre. Ce but de lucre est un critère d'intention qu'il ne faut pas donner à un juge. On ne demande pas à un juge de distinguer deux types de structures sur base d'une intention, d'un but. Et donc, ce qu'on va essayer de faire dans cette nouvelle législation, c'est de dire ce qui est important. C'est plutôt un critère de fait, pas d'intention, pas intentionnel. Qu'est-ce que cette structure fait de son surplus? Est-ce qu'elle distribue son surplus entre les associés, entre les membres, ou est-ce qu'elle le distribue, si nécessaire, en fonction de son but idéal? Est-ce que donc une association non gouvernementale qui a un grand surplus donne ce surplus à une autre organisation non gouvernementale internationale qui en a besoin, ou est-ce que cette association de médecins distribue le profit entre les médecins? C'est ça la distinction. Elle est plus fine, vous allez l'entendre au cours de la journée parce que je suis déjà beaucoup trop long quand je vois le nombre de papiers que je dois encore parcourir, mais c'est ça le but, de dire on va regarder la réalité. Parce que jusqu'ici, on donnait l'impression que le surplus par une association ne pouvait être distribué qu'au moment de sa liquidation, mais ce n'est pas vrai. Elle doit quand même pouvoir donner ses surplus au but dont elle rêve et pour lesquels elle a été construite. Elle le fait par ailleurs. Quand une organisation contre le cancer, une association contre le cancer, fait une grande action pour récolter des fonds, elle peut les donner à des instituts, à des hôpitaux, etc. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça la différence. Et c'est là qu'on va faire la distinction entre les deux. Mais pas sur un but intentionnel que personne ne comprend. Et que moi, en tout cas, je n'ai jamais compris. Et sur lequel on n'est jamais sûr ce qui va être le résultat d'une décision du juge. Alors, une question importante est aussi la flexibilisation, la simplification des types de sociétés. Là, je ne dois pas vous raconter grand-chose, parce qu'on ne parle pas ici de société aujourd'hui, sauf de la société à finalité sociale. Le plus important, c'est peut-être de dire que l'association professionnelle de 1898, qui a été créée pour permettre aux syndicats de s'organiser, mais qui n'a jamais été utilisée pour ce but, que cette association professionnelle est abrogée. C'est une forme qui n'existera plus. La fondation et celle d'utilité publique resteront évidemment en vigueur. Flexibilisation approfondie, ça veut dire surtout que pour les sociétés, on est donc beaucoup plus simple. 4 types de sociétés. Société privée qui devient le grand exemple à l'instar de ce qui passe dans les pays qui nous entourent, et adaptation aux évolutions européennes, dans ce sens que dans la plupart des pays et dans la jurisprudence européenne, on évolue vers le siège statutaire comme critère pour le statut personnel et plus pour le siège réel. Ça, pour la plupart des associations, est quelque chose de moins important, mais je voulais quand même vous le signaler. Alors, deuxième point important, je crois, pour vous, dans le cadre de cette journée association, quid avec les sociétés à finalité sociale. Pour avancer, je vais suivre mon texte, sinon vous serez mécontents. Une entreprise sociale peut aujourd'hui venir se greffer sur n'importe quelle forme juridique ou personnalité juridique belge. Le Code des sociétés énumère les conditions auxquelles doit répondre une société
qui se définit elle-même comme société à finalité sociale. Ainsi, elle doit par exemple déterminer dans ses statuts que les sociétaires ne visent aucun avantage patrimonial, ou alors de manière limitée, mis à part le fait que toutes ces conditions ne sont pas nécessairement toutes claires. Ces conditions coïncident en grande partie avec celles de la société coopérative, surtout la société coopérative agréée. Ce n'est donc pas un hasard si actuellement 85% des sociétés à finalité sociale prennent la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, la plupart du temps agréée, mais pas toujours du tout, ce qui indique que cette forme légale suffit toujours à offrir une forme adéquate à l'économie sociale. Le problème est que personne ne contrôle si une société déterminée satisfait effectivement aux conditions légales lui permettant de s'attribuer la qualification de finalité sociale. Cela revient donc actuellement à instaurer un autocontrôle pur et simple qui est suivi quand on demande des rulings à l'administration fiscale, ce qui n'est pas nécessairement le privilège ou le privilège coûteux de toutes les sociétés à finalité sociale. On reçoit certains privilèges fiscaux, comme par exemple le droit de déduire les distributions qu'on fait à des tiers pour des buts non commerciaux ou non lucratifs. La réforme opte également donc pour un agrément de cette société à finalité sociale, par laquelle une autorité publique vérifie si une société déterminée mérite le label d'entreprise sociale, évidemment en respectant dans la période transitoire tous ceux qui sont déjà sociétés à finalité sociale. En ce sens, il existera donc deux manières de calquer l'entreprise sociale sur la société coopérative. Une société non agréée, qui sera agréée comme entreprise sociale, est alors dénommée société coopérative agréée comme entreprise sociale, et une société coopérative qui remplit toutes les conditions d'agrément pour une entreprise sociale et toutes les conditions pour un agrément comme société coopérative sera en position de cumuler les deux agréments. Pour l'instant, je vois dans la réalité qu'il y a des sociétés à finalité sociale qui sont agréées, il y en a d'autres qui ne le sont pas, donc on se focalise sur la reprise de la réalité actuelle. Dès l'entrée en vigueur de la loi, il ne sera plus possible de mettre sur pied des sociétés à finalité sociale sans agrément par le ministère de l'économie. Une période transitoire de 10 ans est prévue afin de permettre aux sociétés à finalité sociale de s'adapter à la nouvelle législation. Les sociétés à finalité sociale existantes à la date d'entrée en vigueur sont présumées agréées comme entreprises sociales. Le ministre compétent pour l'économie, qui octroiera à l'avenir l'agrément d'entreprise sociale, pourrait, dans certains cas, renverser cette présomption quand il y a abus de la forme à finalité sociale, ce qui sera très rare. Si ces sociétés n'ont pas la forme de la société coopérative et si elles souhaitent conserver leur agrément comme entreprise sociale, par exemple une société anonyme agréée en tant que société à finalité sociale, elles doivent se transformer en société coopérative au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur du nouveau code. C'est en tout cas ce qui se trouve à l'heure actuelle dans le avant-projet de loi. Vous entendez donc bien que le but est de continuer cette forme de société à finalité sociale pour l'éternité. Il n'y a aucune volonté d'abroger. La seule chose qu'on veut faire, c'est à l'avenir faire en sorte que la société à finalité sociale ne soit plus constituée sans agrément par le ministre de l'économie. Justement pour pouvoir lui accorder ensuite certains avantages fiscaux. Comme ces avantages fiscaux, autres avantages fiscaux, existent pour l'instant pour la société coopérative agréée. C'est plutôt démocratique, quoi qu'on puisse être fâché. C'est plutôt démocratique parce que pour l'instant, je vois que certaines sociétés reçoivent par des rulings des avantages fiscaux et d'autres ne les demandent pas
et vivent dans une insécurité juridique. Seulement une circulaire a jamais été publiée dans le Moniteur belge par le ministre des Finances au début, en 1996. Donc, continuité sous réserve d'agrément. Pour ceux qui existent déjà, aussi continuité, présomption qui sont agréés, sauf abus, et s'ils n'ont pas pris la forme d'une société coopérative, mais d'une société anonyme, par exemple, il y en a, ils ont 10 ans pour se transformer en société coopérative agréée par le ministre de l'Économie, avec les mêmes droits transitoires et la même présomption. Donc on essaye de la sorte de faire du bien. Parce que l'économie sociale, elle mérite d'être supportée, en même temps, avec tous les statuts qu'on a créés dans le passé, et je pourrais retourner dans l'histoire aussi, on a fait toutes sortes de choses avec la coopérative, et à chaque reprise on a dit ça ne marche pas, on va faire quelque chose de nouveau pour que ça marche. 1873, 1955, 1962, on a même constitué à un moment donné, en 1991, une société coopérative en participation, pour avoir un certain élan. On l'a abrogé en 1995, alors on a fait la société à finalité sociale. Pour moi, tout cela, c'est très bien. J'essaye seulement d'encadrer pour que ceux qui font du bien ne fassent pas l'objet de mesures négatives par ceux qui utilisent la forme pour d'autres raisons. Et je dois vous dire, quand je lis pour l'instant les conditions de reconnaissance de la société à finalité sociale, dans le livre 10 du Code des sociétés, en vertu de la loi de 1995, tout cela n'est pas extrêmement clair pour moi. Et je ne sais même pas très bien l'expliquer. Je peux essayer, mais ce n'est pas évident. Parlons encore un peu de l'ASBL, qui sera donc à l'avenir une entreprise. Cela ne change rien dans les faits aux obligations des ASBL, car tant l'obligation d'enregistrement que l'obligation de tenir une comptabilité, à savoir 2 effets de l'entreprise, sont déjà des obligations existantes pour les ASBL. Maintenant qu'ils seront entreprises ou qu'elles seront entreprises, elles pourront en revanche jouir du droit à l'insolvabilité, du droit à la preuve d'entreprise, et elles pourront être jugées par le tribunal de l'entreprise. Pour moi, ceci est très important. Vous savez que dans une autre vie, j'ai enseigné, j'ai aussi été avocat. J'ai par exemple non seulement été le liquidateur de plusieurs orchestres, mais aussi de plusieurs ASBL, maisons de repos, qui étaient civiles. Vous ne vous imaginez pas à quel point c'est compliqué pour une maison de repos, par exemple ASBL, d'avoir accès à, et sans aucune critique des tribunaux de première instance au niveau civil, parce qu'ils sont très bien, mais ils ne sont pas équipés pour accueillir des entreprises qui ont besoin d'un référé à court terme, qui ont besoin d'une décision extrêmement informée au niveau des techniques de l'entreprise et de la comptabilité à court terme. Et donc, la même chose valait par ailleurs pour toutes les professions libérales. Nous avons connu dans certains barreaux les 10 dernières années quelques grandes faillites de bureaux d'avocats gérés par une liquidation civile. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut un juge professionnel des entreprises qui s'y connaît, qui se connaît à la comptabilité et qui peut, de par l'organisation de son tribunal, passer en vitesse quand c'est vraiment nécessaire. Et donc, comme les tribunaux de travail sont excellents équipés pour les litiges en matière d'emploi, je crois qu'ici, on a un tribunal qui est très bien équipé et formé pour faire cela. Dorénavant, la définition de l'association serait celle qui suit. Une association est constituée par une convention entre 2 ou plusieurs personnes dénommées membres. Elle poursuit un but désintéressé dans le cadre de l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées qui constituent son objet.